À la une de l'actualité ce soir, résultat satisfaisant pour les chefs d'État du G5 Sahel à Bruxelles. Plus de 410 millions d'euros annoncés pour soutenir la force conjointe. Même si le compte n'y est pas, le G5 Sahel se réjouit de cette contribution. Au début seul et aujourd'hui entouré par les pays, et attendent surtout la concrétisation de ces annonces. Mais qui sont les généreux donateurs? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal également, pour accéder à l'eau potable et à l'assainissement, dans le milieu rural, dans les hauts-bassins et la boucle du Mouhoun, la BID et l'UEMOA lance un projet sous-régional, un projet qui doit réaliser des points d'alimentation en eau multi-villages dans la région. Pendant ce temps, à Pala, un village à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, l'eau est une denrée rare. Il faut parcourir des kilomètres pour avoir l'or bleu. Et le seul point qui ravitaille tout le village est de nos jours en agonie. Constat à suivre dans cette édition. Dans cette édition en Somalie, au moins 38 morts dans un double attentat à Mogadiscio, la capitale. Des attaques revendiquées par le groupe terroriste Al-Shabaab. Chassé de la capitale somalienne en 2011, les terroristes d'Al-Shabaab contrôlent toujours les zones rurales. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Confrontés à la menace terroriste, les pays du G5 Sahel s'organisent et la mise en place d'une force conjointe est une des réponses aux défis qui se présentent à eux de se prendre en charge en matière de sécurité. À Bruxelles ce vendredi, au cours d'une conférence internationale, des contributeurs annoncent plus de 410 millions d'euros pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Un coup de pouce financier qui reste à être pérenne. Explication, Frédéric Etienne Bassenga, notre envoyé spécial à Bruxelles. La force conjointe du G5 Sahel peut maintenant être opérationnelle. 414 millions d'euros annoncés pour faire face à la menace terroriste, les différents acteurs s'en félicitent. Les contributeurs sont l'Union européenne, 176 millions d'euros, les pays membres du G5 Sahel avec chacun 10 millions d'euros, l'Arabie Saoudite donne 100 millions d'euros, les Émirats Arabes Unis 30 millions d'euros, mais aussi des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie ont fait des annonces substantielles à cette conférence. C'est un résultat énorme qui nous donne maintenant la base pour travailler sur l'opérationnalisation de la force conjointe. Et sur ça, je suis sûre que nos amis vont vous dire plus. Mais aussi nous donne la responsabilité de continuer le travail dans le même esprit de coopération très étroite avec le G5, avec l'Union africaine, avec les Nations Unies, mais aussi avec les partenaires qui nous ont rejoints aujourd'hui. Côté G5 Sahel aussi, la satisfaction est au rendez-vous, même si le gap de 423 millions d'euros n'a pas été atteint. Le G5 Sahel souhaite surtout que le financement soit pérenne, d'autant plus que le fonctionnement de la force conjointe chaque année va nécessiter 105 millions d'euros. On ne sait pas combien de temps cette lutte contre le terrorisme et le crime organisé va durer. Quand on se réfère à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, les armées les plus puissantes du monde, les États-Unis, la Russie, la France, l'Italie, l'Iran, la Turquie, font face à Daesh depuis maintenant 3 ans. Donc on ne sait pas combien de temps notre combat dans le Sahel contre le terrorisme et le crime organisé va durer. Côté Burkina en particulier, cette mobilisation est la bienvenue. Au début seul, aujourd'hui entouré, le G5 Sahel attend surtout la concrétisation de ces annonces. Le président du Faso a beaucoup insisté sur cette question que la sécurité du Sahel, c'est une affaire de 5 pays certes, mais c'est au-delà de ces 5 pays, c'est une affaire mondiale. Donc il est important que les annonces qui ont été faites, que les gens passent aux actes pour qu'on puisse avoir des résultats assez rapidement. Mais au-delà, le G5 Sahel souhaite le soutien de ses partenaires pour que le Conseil de sécurité puisse placer sa force au chapitre 7 de l'ONU, ce qui autorise l'usage de la force.
Je le disais en titre, la BID, la Banque islamique de développement et l'UEMOA lancent un projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement pour les localités rurales de la région des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun. Le projet dénommé Projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Burkina va donc concerner ces deux régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins, et un projet dont le coût est estimé à 7 milliards 600 millions de francs CFA. Pour un lancement du projet, le témoignage de Karim Sissé. Le projet Banque islamique de développement et Union économique et monétaire ouest-africaine d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural est ainsi lancé ici à Sokouraba dans le Kénédougou. Un projet qui permettra de réaliser d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement au profit des populations. Ce projet va permettre la réalisation de forages à motricité humaine, donc les forages classiques, permettre la réalisation d'AIPS, les émissions d'eau potable simplifiées, et particulièrement la réalisation de forages à gros débit pour l'alimentation multi-villages. Déjà, ce qu'on va faire ici va alimenter à peu près 4 villages et 27 km de rayon. D'un coût de 7 milliards 760 millions de francs CFA, l'exécution de ce projet contribuera à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins. Et le Burkina Faso peut compter sur l'accompagnement de ses partenaires pour relever ce défi. Un programme sous-régional qui porte sur environ 68 milliards de francs CFA. Sur ces 68 milliards de francs CFA, la commission de l'UEMOA apporte environ 21 milliards. La Banque islamique de développement, qui est notre partenaire, apporte 44 milliards et les États eux-mêmes apportent le reste. 4 ans, c'est la durée d'exécution de ce projet. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque islamique de développement BID et le Burkina Faso sont les principaux bailleurs de fonds de ce projet. Si dans l'ouest du Burkina, les projets restent à être concrétisés, dans le centre-nord, par contre, le CATOEL inaugure des ouvrages d'accès à l'eau potable et d'assainissement dans des écoles de la région. C'est la phase 2 d'un projet qui vise l'amélioration de l'accès potable à l'eau potable et à l'assainissement. Environ 300 écoles seront concernées par les réalisations. Des détails avec Maxime Zongo. 57 points d'eau potable, construction de plus d'une centaine de blocs de latrines, des installations de dispositifs de lavage de mains et bien d'autres dispositifs pour garantir l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Voilà le contenu de cette deuxième phase qui vient en appui au premier projet. Le Catholic Relief Services, qui est bien connu sous le nom de CATOEL, nous accompagnons le MENA depuis 1962. Donc pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de l'accès à l'école. Alors ce projet Comilma, qui est à la deuxième phase, vient complémenter ce que nous sommes déjà en train de faire. À l'instar de la première phase, cet appui vise également à des changements de comportement, non seulement chez les élèves, mais aussi au niveau des autres membres de la communauté. Au regard du succès du projet, le même bailleur a décidé d'accompagner pour une deuxième phase jusqu'en 2020 et ça va permettre donc de prendre en charge 236 écoles en termes de construction de latrines, en termes donc de construction donc de forage, donc pour permettre donc aux élèves et aux enseignants d'être dans un bon cadre hygiénique afin de pouvoir travailler. Ce projet de Catholic Relief Service deuxième phase aura une durée de 3 ans. Le BAM et le Sarmatenga sont les bénéficiaires. 2,5 milliards, c'est la somme mobilisée pour accompagner l'État burkinabé dans ses efforts d'assainissement de l'environnement en milieu scolaire et à la formation des enseignants en matière d'hygiène. À Pala, un village à la périphérie de Bobo-Dioulasso, l'accès à l'eau potable est toujours des difficultés pour les populations. En fait, le relief du village constitue un obstacle pour la réalisation de forages. Et donc, pour disposer du liquide précieux à Pala, il faut parcourir des kilomètres. Et le seul point d'eau qui ravitaille tout le village est une source naturelle, mais aujourd'hui en agonie, ce qui n'est pas sans désemparer les habitants. Constat avec Karim Sissé. Pala, l'un des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso.
Ici, la bataille pour l'accès à l'eau potable est encore loin d'être gagnée. Difficile de réaliser des puits au regard du relief. Et à la seule bonne fontaine réalisée avec l'appui de la commune, l'eau coule à compte-gouttes. Nous avons un robinet, mais ça ne fonctionne pas correctement. Il y a tout le temps des coupures d'eau à la fontaine. Il faut se lever tôt des fois, et puis bon, ça coupe. Donc, pourtant, on a plusieurs occupations à faire dans la journée. Les femmes ont plusieurs occupations. On ne peut pas aller s'aligner là-bas. Chaque jour, les femmes parcourent plusieurs kilomètres à la quête de l'or bleu. Et c'est ici qu'elles s'y retrouvent. Une source naturelle où l'eau provient directement du sous-sol. Deux fois, on s'assoit ici pendant plusieurs heures afin de pouvoir rentrer à la maison avec de l'eau. Quand je remplis ces bidons dans la charrette, je peux faire une semaine avant de revenir ici. Le problème d'eau fait que nous n'arrivons pas à mener plusieurs activités. Par exemple, moi je suis une potière. À cause du manque d'eau, je n'arrive pas à travailler comme il se doit. Malheureusement, cette source est de nos jours menacée d'ensablement. Et pour sauver les meubles, les populations, après avoir curé la source, procèdent à la construction de murs pour barrer la route au sable. D'autres ont donné du sable. Par exemple, ça a été donné par des volontaires. Voilà. Il y a un déléguement, nos parents à plaisanterie, et ils ont donné un voyage de sable. Voilà. Et puis il y a le chef du village aussi qui a donné un voyage de sable. D'autres ont contribué en donnant des falaises. Voilà. D'autres ont donné des sacs de ciment. Mais le fond, ça vient de la population. Voilà. Mais il y a eu ces aides aussi. Même si la réhabilitation de cette source d'eau ne réglera pas définitivement le problème d'accès à l'eau potable à Pala, elle demeure pour l'instant la seule source d'espoir pour les habitants. Pour préserver l'environnement et lutter efficacement contre la déforestation, mais aussi limiter la consommation du bois de chauffe, l'ONG allemande GIZ développe des foyers améliorés à Bobo-Dioulasso. En visite dans la localité, le ministre en charge de l'environnement est allé visiter 2 unités de production de ces foyers. Nestor Bassio-Bassière était aussi à l'École nationale des eaux et forêts. Le point avec Rachid Sawadou. Ce sont des unités de fabrication de foyers améliorés RUMD que visite ici à la direction provinciale de Oué des eaux et forêts et au centre artisanal du secteur 25 de Bobo-Dioulasso, le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Un projet porté par son ministère et piloté par l'ONG allemande GIZ dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre la déforestation. Ces unités de production vont permettre de mettre des foyers améliorés de qualité et en quantité suffisante. Ça va permettre de réduire considérablement la consommation en bois de chauffe et en charbon, donc ce qui permettra de diminuer la coupe du bois. La question de déforestation est une question préoccupante, raison pour laquelle nous avons redynamisé le projet de foyer amélioré pour réduire la consommation du bois et lutter efficacement contre la désertification. Sur le site des eaux et forêts, cette machine est présentée au ministre. Son rôle, traiter et transformer les déchets plastiques en granulés pour les utiliser à d'autres fins. Et ces granulés seront mis sur le marché pour d'autres utilisateurs, notamment face au plast, notamment des usines qui produisent les chaises, les bouilloires, d'autres objets durs. Il y a aussi les sachets mous qu'on va utiliser. Haute escale du ministre en charge de l'environnement, l'ENEF, l'École nationale des eaux et forêts. Là, il dit venir toucher du doigt les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de l'établissement. C'est l'occasion de rencontrer également d'abord le corps enseignant, parce que la formation est donnée par ce corps. Nous avons également échangé sur les préoccupations et je pense que la question qui est ressortie avec le corps enseignant, c'est le problème de la loi 033 qui, à la date d'aujourd'hui, ils sont au niveau des EPE mais ne bénéficient pas de statut. Que cette visite est la bienvenue et en tout cas à l'arrivée, le ministre lui-même a constaté les difficultés que nous vivons au niveau de l'école.
À l'issue des rencontres avec les premiers responsables de l'ENEF et les stagiaires, tous sont d'accord, travailler main dans la main pour le bien-être de l'école. Avec le soutien du Canada, les femmes de Karfigila, dans la région des Cascades, disposent d'un centre d'étuvage de riz du Burkina. C'est un projet qui a pour but d'aider les unions d'étuveuses à Karfigila et aussi à une autonomisation des femmes et des filles. C'est un centre d'étuvage qui peut produire quotidiennement 5 tonnes de riz, nous dit ici Karim Sissé. Un tout nouveau centre d'étuvage pour les femmes de Karfigila dans les Cascades. Le joyau est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et le Canada. À travers ce centre, le Canada réaffirme son engagement pour l'autonomisation économique de la jeune fille et de la femme. Le Canada est très fier d'appuyer les efforts des unions des filières de riz et aussi le CECI et le gouvernement de Burkina Faso pour améliorer la qualité de vie des femmes et filles ici à Karfigila. Merci. Et aussi autour du pays. Je pense que l'autonomisation des femmes est très importante pour le développement fort de le pays Burkina Faso. C'est une façon pour nous de créer les cadres pour permettre la participation de la femme au développement économique local, et principalement au niveau de la région des Cascades, particulièrement dans la province de la Comoué. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le centre d'étuvage de riz de Karfigila a une capacité de production de 5 tonnes par jour. Il comprend entre autres un magasin de stockage de 120 tonnes, 2 aires de séchage, un magasin de décortiquage et une salle de tri et de conditionnement. Le tout alimenté par un groupe électrogène. De quoi soulager les bénéficiaires. Ce centre va nous permettre de travailler dans les conditions d'hygiène. Il va accroître notre capacité de transformation et le riz qui sortira de notre centre sera de qualité pour satisfaire la clientèle. Nous tenons à remercier le CECI et la coopération canadienne pour ces infrastructures qui vont permettre aux femmes de renforcer leur production et surtout lutter contre l'insécurité alimentaire et valoriser notre riz made in Burkina. À cette cérémonie d'inauguration, il a été demandé aux bénéficiaires de travailler sans relâche pour une exploitation optimale du joyau. Pour faciliter la conservation et la commercialisation de la tomate dans la sous-région ouest africaine, le SILS a réuni des acteurs à Ouagadougou pour trouver des solutions. Le Burkina Faso produit annuellement 300 000 tonnes de tomates et l'exportation du produit rapporte environ 55 milliards de francs CFA à l'économie nationale, d'où l'importance de cette rencontre. Kadi Sanogo. La tomate fraîche est beaucoup consommée au Burkina Faso et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Elle est appréciée pour son goût, mais surtout pour sa fermeté. Malgré ses vertus, c'est un produit périssable. Pour faciliter donc la conservation et la circulation de la tomate, ces acteurs de la chaîne de valeur du produit sont réunis ici en atelier. Une rencontre qui va servir de cadre pour donner des informations nécessaires en vue de diminuer les contraintes liées à la commercialisation de la tomate. Pour identifier les contraintes à la commercialisation de notre tomate au niveau des pays de la sous-région, notamment vers le Ghana. Et c'est suite aussi au constat, effectivement, c'est suite aux plaintes effectivement, des acteurs directs sur le terrain qui rencontrent beaucoup de difficultés pour effectivement écouler nos produits vers ce pays qui, il faut le rappeler, est le principal pays de destination de notre tomate. Le CIS, comme je dis, accompagne. Nous avons des suggestions et l'ensemble des acteurs qui sont ici vont décortiquer ces éléments de proposition de solutions. Ils vont l'enrichir et l'adapter à comment ils peuvent intervenir dans le cas spécifique de la tomate, mais également comme des éléments moteurs pour intervenir dans la mission du président du Faso par rapport au schéma de libre-échange au niveau de l'espace CEDEAO. Le Burkina Faso a une production annuelle de 300 000 tonnes de tomates par an. Elle est produite pendant une période de 6 mois, à savoir de novembre à juin. L'exportation du produit rapporte plus de 54 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé chaque année.
Un mot de politique avant de poursuivre avec le deuxième congrès extraordinaire de l'EDT, l'Organisation pour la démocratie et le travail. Les congressistes sont venus de tout le pays et vont procéder au toilettage des textes du parti et procéder au renouvellement des instances. Nathalie Sawadgo. Renforcement de la conscience citoyenne à la base et responsabilité au sommet pour la consolidation des acquis démocratiques, c'est ce thème qui réunit les congressistes du Parti de l'Organisation pour la démocratie et le travail, ODT. Venus des différentes provinces du Burkina Faso, les participants ont 48 heures pour revisiter les textes réglementaires, les adopter, mais aussi renouveler le bureau. Les enjeux donc de ce congrès, nous devons travailler surtout sur le toilettage des textes et également voir pour l'organe dirigeant, travailler à renforcer en fait, les capacités du parti. Extraordinaire parce que il y a d'autres qui sont quittés bien avant ça. Donc on était obligé de faire un congrès extraordinaire pour renforcer l'équipe. Tour à tour, président du comité d'organisation, membre fondateur et secrétaire général se sont présentés au public avant de faire le point des acquis engrangés durant leur mandat. Peguenwende Clément Saodgo, président de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, a pris la parole au nom des représentants des partis invités et au nom du président du Faso pour féliciter le bureau de l'ODT et ses militants pour leur preuve de vitalité et de dynamisme à la contribution du développement du pays. Il a indiqué que c'est ensemble qu'ils pourront relever les défis du moment pour le rayonnement du Burkina Faso. Merci beaucoup. À présent, le ministre en charge de la communication était à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour s'informer des difficultés liées à la formation et à l'insertion professionnelle des étudiants en fin de formation. Le point avec Zoubaviel, David Dabiré. Le ministre Rémi Fulgence Dandjinou et son staff au département de communication et journalisme de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Une sortie de terrain pour s'imprégner des préoccupations liées aux conditions de formation de ces étudiants. Et en ce lieu d'apprentissage du journalisme, les problèmes ne manquent pas. Nous tardons à soutenir pour la licence même. Mais après la licence aussi, pour le master, non seulement c'est cher. Vous savez bien que les étudiants, je ne peux pas dire, moi en tout cas, qui suis pauvre, je n'ai pas les moyens, les 600 000 francs pour continuer à l'hypermique. Nous avons un studio radio et des appareils, des caméras et tout, mais ce n'est pas fonctionnel. Voilà. Pour le studio par exemple, voilà, on n'a pas de casque, ça fait que c'est un peu compliqué. L'oreille attentive, Rémi Fulgence Dandjinou écoute, prend note, discute avec les apprenants sur leurs besoins primaires avant d'annoncer ses intentions pour redorer le blason de ce département dont les produits font la fierté des médias burkinabés. Nous avons décidé d'accompagner les départements pour monter une requête avec eux et trouver des partenaires, notamment dans le cadre de nos ambassades, qui puissent financer donc le renouvellement de ce matériel-là essentiel pour une bonne formation des étudiants. Les questions du LMD sont des questions globales qui ne touchent pas seulement ce département de communication des journalistes, qui touche tous les autres départements. La question de la connectivité également touche ces départements-là. Et je pense que sur cette question, le gouvernement travaille à apporter une réponse à la fois au niveau des infrastructures, au niveau également de la réponse au niveau des contenus des cours, mais également au niveau notamment de la connectivité. Des promesses qui semblent rassurer ici encadreurs et étudiants. Le département de communication et journalisme de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, a été créé en 1992. Le journalisme, la communication des entreprises, la communication pour le développement sont entre autres les disciplines offertes aux étudiants. Pour une plus grande connectivité du pays avec des connexions haut débit, un projet est en cours depuis décembre 2011. Le pays fonde beaucoup d'espoir sur l'issue de ce projet en termes de fluidité et de stabilité de la connexion. Mais pour l'instant, c'est la croix et la bannière que de se connecter à Internet au Burkina. Maxime Zongo. Débuté en décembre 2011, le projet régional d'infrastructure de communication est à un niveau d'exécution de plus de 90% pour ce qui concerne le Burkina. Son ambition à terme, l'amélioration de la connexion Internet, mais aussi la réduction des coûts. L'objectif principal de ce projet, c'est vraiment d'étendre la couverture des réseaux large bande de grande capacité pour notre pays
dans le but effectivement de nous permettre d'accéder à une plus grande connectivité aussi bien nationale qu'internationale, notamment l'accès à l'Internet à plus haut débit. Au terme de ce projet, ils devraient sentir au quotidien que l'accès Internet, que ce soit à travers les ordinateurs ou à travers donc, les téléphones, puisque ça c'est le mode de connexion qui est de plus en plus répandu, on devrait sentir plus de fluidité et plus de stabilité donc, dans la qualité des communications. Au cours de cette rencontre de Ouagadougou, les membres du comité de pilotage se pencheront sur l'état d'exécution du projet et feront des recommandations à même de contribuer à l'accélération des travaux. D'un coût de plus de 10 milliards de nos francs, le projet est mis en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale. En santé, le Burkina Faso est membre du nouveau mécanisme de financement de la santé. Mais comment faire pour profiter au mieux des avantages de ce mécanisme? La question taraude le ministère en charge de la santé qui a réuni les acteurs pour identifier des interventions prioritaires. De quoi s'agit-il exactement? On en sait un peu plus avec Zoubaviel David Abiré. Le Burkina Faso est membre du nouveau mécanisme de financement mondial de la santé depuis le mois de septembre dernier. Pour accéder à ce financement mondial, les pays membres doivent déposer un dossier comportant les axes à financer et le budget désiré. Et cette rencontre offre l'opportunité aux acteurs d'identifier les domaines d'intervention prioritaires du Burkina Faso. Nous connaissons déjà ces interventions prioritaires qui sont énumérées dans le plan national de développement économique et social. On appelle ça les interventions structurantes. Une des interventions structurantes, c'est la politique de gratuité. La deuxième intervention, c'est par exemple la politique de gratuité aussi de la planification familiale. Il y a différentes interventions à l'intérieur de la santé maternelle, néonatale et infantile qu'on a besoin de financer. Depuis 2016, le Burkina Faso s'est lancé dans une politique de gratuité des soins de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans. Ce projet, une fois élaboré, va permettre d'améliorer l'offre de santé en vue d'atteindre les objectifs de la gratuité des soins. À ce niveau-là, il y a beaucoup de financements qui ont été mobilisés pour ça, à hauteur de plus de 50 milliards sur les 2 années 2016 et 2017. Donc nous sommes déjà dans cette vision. Nous allons donc conforter notre vision, élargir la vision pour en tout cas un mieux-être des populations. D'ici à août 2018, le dossier d'investissement pour la santé maternelle, infantile, des adolescents et de la nutrition devrait être élaboré et présenté au Burkinabé. Et toujours en santé de leur côté, les chefs traditionnels du Bazega étaient en conclave pour contribuer à leur façon à la lutte contre le sida, mais pas seulement. Ils souhaitent aussi travailler à l'abandon des mariages des enfants et l'excision. Christine Koulibaly. Puiser dans les traditions ancestrales pour redorer le blason d'une société burkinabé qui a mal à son civisme, c'est la raison d'être de cette rencontre des têtes couronnées de la province du Bazega. Il s'agit pour ces chefs coutumiers de faire des valeurs traditionnelles la source vivifiante de l'éducation de la jeunesse. Un peuple ne peut jamais se construire sans sa culture. Et c'est la valorisation de cette culture-là que la chefferie coutumière de la province du Bazega se consacre tous les 3 mois. Et il faudrait que le politique s'appuie sur la chefferie coutumière pour valoriser cette citoyenneté-là. Occasion de faire le point de la situation sociopolitique dans chaque entité coutumière. Et ensemble, nous récoltons les problèmes que chaque chef vit dans sa localité et nous nous adressons singulièrement à la population et tirer leur attention par rapport à un certain nombre de comportements. Et nous accompagnons le gouvernement tant qu'à leur politique nationale par rapport à la vie de l'association et la vie de la société. Et nous aidons le gouvernement à passer les messages de sensibilisation, les messages de mise en garde. Le mariage précoce ou forcé, l'exclusion de la jeune fille ou des femmes pour grossesse et allégations de sorcellerie, la résurgence du VIH-Sida ou encore l'excision sont les mots sur lesquels les populations de Saponé, communes hôtes de ce cadre de concertation, ont été interpellées. Une soirée pour récompenser les meilleurs exposants du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia 2018. C'était ce vendredi où les prix d'excellence ont été décernés. Vincent Thiedrebego. La 6e édition du Forum Africalia Referme se porte à travers cette soirée gala.
une soirée à l'honneur des délégations venues des différents pays. Certains pays repartent même avec des trophées, signes de reconnaissance des organisateurs pour leurs fortes délégations qui ont participé à ce grand rendez-vous d'affaires à Ouagadougou. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, de la Chine, Taïwan, mais aussi de l'Autriche qui est à sa première participation à ce forum. Un pari gagné pour les organisateurs. Cette édition, la plus forte délégation étrangère était la délégation de la République Chine-Taïwan avec 39 participants. La première délégation africaine était la Tunisie. Et enfin, la plus forte délégation de l'Afrique de l'Ouest était la Côte d'Ivoire. Nous avons également récompensé un pays qui venait pour la première fois à cette édition, c'était l'Autriche. La Côte d'Ivoire accueille Africalia 2019 et la délégation ivoirienne présente à Ouagadougou a pu mesurer le défi qui sera le leur l'année prochaine à Abidjan. J'étais sûr que si ça se passait en Côte d'Ivoire, ça serait quelque chose de merveilleux, mais je suis certain que la promesse qui a été faite, qu'en 2019, ça sera en Côte d'Ivoire, et comme notre représentant, notre président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire a dit ici, ça serait un fardeau lourd pour le Burkina en 2020. Parce que je suis un homme très heureux, parce que nous allons relever les défis. Africalia 2017 aura donc réuni 600 hommes d'affaires représentant 508 entreprises venues de 19 pays africains, européens, américains et même asiatiques. Et pour refermer ce journal à l'étranger, en Somalie, le bilan du double attentat à Mogadiscio vendredi est revu à la hausse. Environ 38 morts, des attaques revendiquées par le groupe terroriste Al-Shabaab. Chassés de la capitale somalienne en 2011, les terroristes d'Al-Shabaab contrôlent toujours les zones rurales. La capitale somalienne, frappée par un double attentat à la voiture piégée. Bilan, au moins 18 morts et 20 blessés. Vendredi soir à Mogadiscio, 2 véhicules ont explosé. Le premier à proximité du palais présidentiel, le second à quelques mètres d'un hôtel. L'attaque a été rapidement revendiquée par les Shebab via un communiqué diffusé sur Internet. Depuis 2007, la Somalie est la cible de ce groupe islamiste affilié à Al-Qaïda et qui ambitionne de renverser le gouvernement légitime. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.